Alors, bonjour à tous et bienvenue à la 5e et dernière conférence en ligne Respace. Alors, Respace, c'est quoi? C'est le fruit d'une collaboration entre trois acteurs français de l'aménagement et de l'organisation des espaces de travail, Faber Novel, Maison et Objets et Morning Coworking, devenu Morning entre-temps, qui a pour ambition de proposer aux entreprises des réflexions et des solutions innovantes pour définir les évolutions nécessaires de leur fonctionnement au quotidien dans ce que l'on appelle la nouvelle normalité. Au travers d'un cycle de 5 conférences online entre juin et juillet, donc c'est la dernière aujourd'hui, et de l'ouverture à la rentrée d'un lieu dédié au partage de connaissances autour des futurs espaces de travail. Ce lieu physique, Respace, il sera installé au sein du 39 rue du Caire, dans l'espace de coworking Morning Sentier. Respace propose une approche globale des nouvelles manières de travailler impliquant le design, la culture et la technologie. Cette communauté Respace, vous pouvez d'ores et déjà la rejoindre pour échanger sur le futur des espaces de travail sur la page LinkedIn Respace. Vous pouvez également regarder les 4 premières conférences Respace sur le télétravail, la sécurité sanitaire, l'engagement et l'immobilier sur LinkedIn et YouTube, puis trouver toutes les informations complémentaires sur le site respace.fr. Alors voilà pour la présentation du concept global. C'était dense mais nécessaire. Alors aujourd'hui, pour cette dernière conférence, un sujet passionnant, de l'urgence à la pérennité, saisir la crise comme une opportunité pour réinventer nos espaces et méthodes de travail. Autrement dit, comment tirer les enseignements du confinement pour transformer durablement le fonctionnement des entreprises françaises et quel avenir pour le bureau et le management. Euh, pour cette prospective, on ne parlera pas de demain, mais d'après-demain. La crise comme accélérateur, oui, mais un accélérateur de quoi, vers quoi? Une crise de quelques mois peut-elle impacter à ce point-là un mode de travail qu'on a hérité de l'ère industrielle? Et surtout, est-ce que le travail et les espaces de travail seront encore des réalités qui auront du sens dans 15, 20 ou 30 ans? Pour prendre du recul sur cette situation, Respace a proposé à 3 intervenants d'intervenir autour de cette table ronde virtuelle en direct sur Zoom. Rami Fischler, designer et fondateur de RF Studio, Antoine Fenoglio, designer et cofondateur Les Sismo, et Michel Lévy-Provençal, qui est cofondateur de l'agence Brightness, TEDx Paris et de la communauté BOMA. Donc là, on est ensemble pendant 1 heure tous les 4. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle à ceux qui assistent à cette conférence en direct sur Zoom qu'ils peuvent poser des questions que je transmettrai alors, soit au fil de l'eau, soit durant le dernier quart. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, tout de suite pour commencer, comment vous avez travaillé pendant le confinement? Quel bilan vous tirez de cette expérience? Et surtout, qu'est-ce que vous évoque le mot opportunité dans le titre de cette table ronde? Je ne sais pas qui veut commencer. On peut peut-être commencer. Allez-y. Cette période de confinement, ça a été un moment unique, j'imagine, pour tout le monde. Ça a été, en tout cas pour l'équipe avec laquelle je travaille, un moment de remise en question profond. Faut rappeler qu'on travaille dans le secteur de l'événementiel, que ce soit au sein de Brightness ou au sein de Booma. Donc, vous imaginez bien qu'au premier jour du confinement, on a vu potentiellement la plupart de nos activités s'écrouler. Donc, on a très très vite commencé à réfléchir aux différents scénarios possibles de ce métier et se réorganiser, évidemment en full remote, évidemment en prenant en compte les contraintes de distanciation physique, évidemment en repensant complètement nos mécanismes de travail et en l'occurrence en basculant massivement sur du digital, ce qui a posé beaucoup de problèmes au début, ce qui nous a fait apprendre beaucoup de choses pendant cette phase du confinement et on va y revenir. Et surtout, je pense, ce qui a accéléré la mutation qui était en cours, et qui, au final, devient une véritable opportunité parce que, enfin, je dirais, nous avons tous acquis la maturité pour changer nos méthodes de travail, changer nos modes de vie aussi. Donc, moi, j'y vois plutôt un bénéfice, évidemment en mettant de côté toutes les problématiques sanitaires et malheureusement les victimes de cette crise. Antoine Fenoglio, je ne suis pas sûr que vous ayez le même point de vue sur la question, notamment concernant l'opportunité. Euh, oui, bonjour à tous. Effectivement, nous, quand on s'est tous confinés,
confinés, chacun chez soi. La première chose qu'on a fait, ça a été plutôt d'activer le réseau académique avec lequel on travaille, pour une raison assez simple, c'est qu'il m'a semblé très important d'essayer de prendre un recul immédiat sur ce qui était en train de se passer pour éviter une forme de précipitation par rapport oui, à un espèce d'enjouement qu'on aurait pu avoir sur ces nouvelles méthodes de travail qui arrivaient, qui bien sûr nous touchaient au premier chef. Et effectivement, je suis un peu partagé sur ce terme d'opportunité, ou en tout cas peut-être qu'il faut le définir ensemble, notamment parce qu'à mon avis, l'opportunité est quelque chose d'assez mal partagé pendant ce moment-là. Elle peut être individuelle euh, pour j'allais dire, ceux qui ont le plus de moyens et de chances, dont on fait partie. Elle peut être assez à risque pour les gens qui, d'une part, n'ont pas les moyens ou la chance de pouvoir être à distance. Et c'est un peu pareil pour les entreprises, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une part d'opportunisme qui ne doit pas être mélangée avec l'opportunité. Et d'ailleurs, dans les études qu'on a fait pendant ce moment-là, on voit bien les risques qui peuvent naître entre la porosité entre le public et le privé, la difficulté pour certains de rester chez soi, qui peuvent être pour des raisons, j'allais dire, spatiales, mais aussi personnelles. La question des genres qui revient en boomerang avec cette situation, puisque finalement, on a vu aussi beaucoup de femmes qui s'occupent à la fois des enfants, à la fois du boulot, et qui ont pu nous dire qu'il y avait eu un recul en arrière de 15 ans en 2 jours. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont dont je me méfie un petit peu sur cette opportunité. Par contre, il y en a aussi beaucoup qui me semblent extrêmement positives. Et notamment la première que je décrirais en un mot, je pense que c'est une occasion assez incroyable pour l'entreprise de se réinterroger sur sa façon de faire société, c'est-à-dire de dépasser l'opportunisme ou l'opportunité économique ou individuelle pour voir dans quel sens elle peut se réinscrire, parce que finalement, on va reterritorialiser très différemment l'entreprise, et donc se réinscrire dans un mode social, territorial, géographique, mais aussi de lien aux problématiques du climat de façon très importante. Là, à mon avis, il y a une vraie opportunité. Plus sociétal finalement que dans la méthode de travail. Dans la méthode de travail, je pense qu'il y a quand même un risque d'inégalité et de manque d'équité qui me semble assez important, et qu'il faut vraiment, j'allais dire presque outiller, à la fois intellectuellement et matériellement, pour éviter des tas d'externalités négatives qui pourraient arriver. L'externalité négative du manque d'équité pour tous dans l'entreprise, et du risque de contrôle. Enfin, il y a pas mal de choses à travailler par rapport à ça, qui ont aussi des possibilités très positives. Le regain de la confiance, la vérité en situation. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent être très intéressantes à regarder, mais je pense qu'il faut faire gaffe aux angles morts. Il y en a quelques-uns quand même. Rami Fischler, votre avis sur la question? Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce que je viens d'entendre, surtout de ce qu'évoque Antoine, parce qu'il faut faire en effet très attention entre l'expérience qu'on a pu avoir personnellement dans des cas de privilégiés, même si là je parle juste de la manière dont on a pu être confiné. Après, on est trois, je pense, entrepreneurs ici présents, et c'est vrai que malgré tout, il ne faut pas sous-estimer le stress et l'anxiété que génère en fait un moment comme ça, tout en devant gérer des équipes, des clients qui sont aussi très crispés, et puis en étant quand même aussi obnubilés par l'information et le monde qui nous entoure. Donc voilà, en fait, c'est beaucoup plus complexe, je pense, que de pouvoir dire bien, pas bien, ou d'arriver à une conclusion. Mais je pense que notre rôle de designer dans ce cas présent nous amène surtout à penser, en effet, aux difficultés et à toutes les personnes qui n'y voient pas que du confort de vie. Parce que c'est ces personnes-là en priorité que nos métiers devraient à l'avenir aider. Évidemment, les gens qui y ont trouvé l'occasion de pouvoir passer du temps à la campagne ou autre vont amener forcément
vont garder forcément une certaine nostalgie de ce moment-là, mais c'est moins les personnes, je pense qu'il faut aider dans l'urgence là en ce moment. Et à titre personnel, je pense que moi j'étais à l'étranger, je suis resté entre guillemets bloqué à l'étranger, mais dans des très bonnes conditions, en famille, donc je vais vraiment pas me plaindre. Mais c'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer qu'avec la digitalisation aussi de nos métiers et la dimension un peu légère finalement de nos outils de travail, tout est facile, mais en réalité, quand on travaille avec 2 écrans, un énorme disque dur et une imprimante, et que soudain il faut tout ramener à la maison, la question du déconfinement aussi est très compliquée. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut revenir. Voilà, donc plutôt complexe, intéressant quand dans nos métiers, on est forcément, et depuis longtemps, et je pense que c'est le cas de nous trois, investis dans les sujets d'évolution, de mutation. Bah, quand une situation comme ça arrive, on ne peut pas totalement s'en plaindre, puisqu'en fait, c'est exactement ce qu'on prévoit depuis des années, et on prévoit qu'il y en aura d'autres. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, c'est peut-être en effet une opportunité de se dire, voilà, ce genre de crises imprévisibles vont être peut-être plus fréquentes. Et il faut qu'on se prépare mieux à, à, à la situation imprévisible qui peut arriver à tout moment dans les années qui viennent. Je vais jouer un peu les naïfs, mais est-ce que changer nos habitudes de travail, c'est vraiment nécessaire? Crise ou pas? Je ne sais pas à qui. Je vais laisser répondre d'abord. Celui qui veut. Je peux reprendre la parole pour revenir un instant sur la question de l'opportunité qui va être liée d'ailleurs au changement de nos habitudes de travail. Très vite, au début de cette crise, comme beaucoup, j'imagine, on s'est interrogé sur la manière dont on devait réagir. Autrement dit, comment on devait passer à l'action. Parce que l'urgence était là, parce qu'il fallait… je ne parle pas de l'aspect sanitaire de la chose, je parle vraiment de l'aspect économique de la chose, que ce soit pour nos entreprises, que ce soit pour nos salariés, que ce soit finalement pour l'ensemble de la société. Et pour ma part, il m'a semblé quand même beaucoup plus efficace que d'essayer de trouver des solutions et d'essayer de chercher le moyen d'en tirer le meilleur. Et je pense qu'il y a du meilleur à tirer de cette crise. Comme toute crise, il ne faut pas la gâcher, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut se donner aussi la possibilité de bénéficier des transformations radicales qu'elle propose pour construire quelque chose de meilleur. Alors en vrac, cette crise, elle a évidemment, pour les populations les plus démunies, elle nous a obligés à imaginer des nouveaux modes de formation. Elle nous oblige à nous réinventer tant sur nos modèles, et je reprends ce que disait Antoine tout à l'heure sur le rôle de l'entreprise. Le rôle de l'entreprise, le rôle des individus, le modèle économique, le rôle aussi sur les questions environnementales. Notre responsabilité dans ce cadre-là, cette crise, elle pose ces questions-là. Des opportunités d'investissement, évidemment, majeures. La transformation numérique d'une part, la transformation verte d'autre part. Et puis, le dernier point, et ça va rejoindre la question d'ailleurs des habitudes de travail, et plus largement des habitudes de travail, des modes de vie, la question aussi des territoires. Et comment nous pouvons, pendant cette période de transition, essayer de réinvestir des territoires qui étaient complètement abandonnés pour redistribuer aussi de la richesse et faire en sorte, d'une certaine manière, de gommer certaines inégalités. La crise des Gilets jaunes a été un des éléments majeurs qui montrent combien les territoires aujourd'hui sont inégalitaires. Or, beaucoup de la classe moyenne et les plus riches pendant cette phase de confinement ont été dans les campagnes. Beaucoup ont vécu, et d'ailleurs ils reviennent avec une certaine nostalgie, comme disait Rami. Mais c'est une occasion aussi de redistribution de la richesse et de réinvestissement de territoires qui étaient complètement abandonnés, avec toutes les révolutions technologiques, environnementales qui vont aller avec. Donc, pour revenir à la question des habitudes de vie et de travail, pour répondre très rapidement à ce point-là,
on est en train de vivre une révolution des territoires aussi, qui est pas due à la crise sanitaire, hein, mais qui est accélérée par ce qu'on a vécu. Et nos modes de vie et nos habitudes de travail vont être profondément perturbés, transformés par le fait que nous allons probablement vivre aussi une progressive transformation des modes d'habitat et pour dire les choses rapidement, un exode probablement urbain. Justement, c'est cet exode urbain sur lequel vous pariez dans votre livre Le Monde qui vient en 33 questions. Est-ce qu'on y va tout droit selon vous et surtout, comment on va devoir adapter nos méthodes de travail qui sont très anciennes et très citadines à la campagne? Je ne sais pas si… je ne sais pas si ça sera un exode urbain dans le sens de l'imaginaire qu'on peut en avoir issu de la fin du XXe. J'ai plutôt l'impression, je m'appuierais plutôt sur les propos d'un géographe comme Michel Lusso, c'est-à-dire que c'est plutôt un mode de mondialisation qui est en train de toucher l'ensemble des territoires, qui fait que ça n'est pas tellement, à mon avis, scindé. Là, moi, je vous parle de la Creuse où je suis installé depuis une dizaine d'années à mi-temps. Et en tout cas, ici, la perception, elle est plutôt qu'il y a une espèce de renversement et d'équilibre de qualité. Et ça les avait bien fait marrer de voir arriver les petits urbains contents d'avoir de la place et de l'espace. Eux ont l'habitude de raconter que la distanciation et le confinement, c'est leur quotidien, et l'autonomie encore plus. Donc, ils ont repris, j'allais dire, une part du pouvoir qu'on a souhaité leur enlever du côté de la ville. Mais je pense que c'est plutôt effectivement dans le suivi de Michel Lusso quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce d'universalisme lié à ce nouveau mode de mondialisation. Voilà, pour moi, c'est plutôt un critère d'un marquage d'un nouveau mode de mondialisation qui est plus fin et qui, à mon avis, demande justement un travail sur ce que lui appelle le space care, hein, c'est-à-dire la géographie du soin, qui est extrêmement différente, puisque ce nouveau mode de mondialisation, il nécessite un certain nombre d'outils, mais aussi de structures médicales, citoyennes, numériques, etc., qui sont aujourd'hui assez peu équitablement partagées. Et ça pose forcément un problème pour l'équité aussi de l'accès à tous ces piliers de la démocratie, mais aussi au travail. Et est-ce que aussi, ce n'est pas un problème des acteurs de cette industrie, par exemple les tiers-lieux qui ne s'installent pas à la campagne et même peu en province? Bon, dans la Creuse, il y a beaucoup de tiers-lieux, hein. Je vais vous faire mentir, Julien, et qui sont d'ailleurs très, très efficaces, qui sont vraiment des lieux extrêmement, extrêmement importants dans le tissu économique et qui se développent. Après, c'est pas forcément, je pense que c'est des terminologies aussi qui ne sont pas forcément adaptées à des contextes ruraux, où il y a une diversité d'activités. Alors pour le coup, je pense que c'est un énorme avantage, qui a une capacité à passer d'une forme de travail liée à la ruralité à un travail qui pourrait être défini comme tertiaire, hein, comme celui qu'on fait, qui est à mon avis une des valeurs principales de ce nouveau mode de travail, c'est-à-dire de pouvoir quitter cet écran et aller travailler pour le permaculteur du coin ou l'éleveur du coin. Pour moi, c'est dans la prospective du travail, ça va être quelque chose qui va avoir beaucoup de sens, à mon avis. Michel Lévy-Provençal, peut-être? Oui, je suis d'accord avec Antoine. En réalité, il ne s'agit pas d'un exode urbain, mais plus d'une hybridation des territoires. C'est-à-dire qu'on va probablement voir, c'est un des scénarios possibles hein, dans les prochaines années, une ruralisation de la ville, et on commence à le voir avec l'agriculture urbaine, avec le désir aussi d'avoir plus de verre dans la ville.
et puis une urbanisation de la campagne, mais attention, pas avec les infrastructures de la précédente révolution, avec les infrastructures de notre révolution actuelle, c'est-à-dire avec du numérique, avec la connectivité, avec toutes les technologies qui vont aller avec. Ça peut être la voiture autonome, ça va être les objets connectés, etc. Donc ça, c'est clair qu'il s'agit plus d'une hybridation des territoires qu'une ruralisation, ou en tout cas un exode urbain. Et quand on voit le mouvement des Français, en réalité, même avant la crise, il y avait des sondages, je me rappelle d'un sondage de 2019 qui disait que 57% des Français voulaient vivre vert. Aujourd'hui, après le confinement, on interrogeait les Franciliens, je crois que c'était le Parisien qui a interrogé les Franciliens il y a 2-3 semaines, au sortir du confinement. 54% des Franciliens veulent quitter l'Île-de-France le plus vite possible pour vivre à la campagne, en réalité dans les zones périphériques. Et les technologies vont permettre cela. Elles vont nous permettre d'envisager des modes de travail à distance, comme on l'a expérimenté avec le confinement, avec tout un tas de questions qui vont se poser. Questions, par exemple, sur la nécessité de retrouver des moments de rencontre physique avec ses équipes, avec ses clients, avec son écosystème, avec ses élèves, avec l'ensemble des acteurs avec lesquels on vit au quotidien, avec des nouvelles offres qui vont apparaître, et d'ailleurs qui commençaient à apparaître depuis un certain nombre d'années. Vous connaissez peut-être la Hacker House, qui a été un des précurseurs en Île-de-France, un lieu de co-living, coworking. Il y a plusieurs initiatives, Colony, la Casa, qui proposent on peut appeler ça des tiers-lieux, en fait c'est des lieux de vie en commun qui mutualisent un certain nombre de ressources et qui permettront peut-être demain d'envisager des vies intermittentes entre la ville quand on a besoin d'être en ville, par exemple 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine, et le reste du temps à la campagne parce qu'on a besoin de nature, parce qu'on a envie de retour à la terre, un retour à l'authenticité. Et puis ce mouvement est, pour ma part, je trouve plutôt positif à de nombreux égards. D'abord, pour des questions environnementales, parce que, évidemment, la concentration sera moindre. Deuxièmement, pour des questions économiques et particulièrement de lissage des inégalités, parce qu'on va retrouver de la richesse dans ces zones qui étaient des zones périphériques plutôt délaissées. Et enfin, sur la qualité de vie, évidente. Au-delà même des questions je dirais, politiques et sociales, où la diversité va se retrouver dans ces territoires qui étaient aussi délaissés et aussi à l'intérieur de la ville, où il y aura beaucoup plus de mouvements. Bref, tout ça, c'était un mouvement qui était largement entamé depuis peut-être une petite décennie, a été radicalement accéléré par la crise, et ça a été une prise de conscience particulièrement pour les populations les plus riches, c'est clair, mais qui peut avoir un effet positif à court et moyen terme. Alors, il y a une autre tendance très forte, c'est celle des immeubles multi-usages, qu'on va certainement voir se multiplier après cette crise. Rami Fischler, vous, quand vous concevez que ce soit un immeuble de bureau ou juste un espace de travail, il faut voir à 15, 20 ou 30 ans. Justement, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Où est-ce qu'on en est de cette tendance des immeubles multi-usages, que ce soit co-living, coworking, retail, résidentiel, voilà, et jusqu'où on va aller, selon vous? Je vais éviter de faire trop de pronostics dans le contexte actuel, mais en tout cas, ce que je vois arriver en France, et je dis en France parce que c'est vrai que les immeubles mixtes et la culture de la mixité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, des usages, est quelque chose de plus récent en France. Elle l'est depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre. On voit, et je pense qu'il y a eu, à Paris en tout cas, avec l'arrivée notamment du concours Réinventer Paris, qui a un petit peu poussé dans les retranchements des promoteurs et des investisseurs, cette volonté de la ville de diversifier un petit peu l'offre et qui a finalement fait émerger une grande difficulté, je pense même parfois une grande
incompréhension de ce qu'est la diversité dans un immeuble. Souvent ici en France, on fait des immeubles mono-usage, mono-opérateur. Et il faut apprendre en fait à partager un immeuble, à partager des fonctions d'un immeuble. Je dirais que ça a été assez salvateur de ce point de vue-là, ce projet, même s'il peut encore aujourd'hui malheureusement sont sortis de terre, mais en tout cas ça a permis de déclencher voilà, cette idée qu'un immeuble est un écosystème. Qu'à un moment, pour qu'il devienne viable pour les années à venir, il faut qu'il soit d'abord mutable. Ça, c'est plutôt du point de vue de l'architecture. Je vous parlais de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, j'estime que le design, en tout cas, n'a pas aujourd'hui vocation à imaginer les 30 prochaines années quand on voit comment en 5 ans, on peut totalement évoluer les usages. Par contre, il faut que l'immeuble, lui, puisse permettre ces évolutions. Et justement la mutation année après année, 5 ans après 5 ans, je ne sais pas, en fait ça dépendra, je pense, des transformations de la société, justement voilà, à avoir cette capacité à évoluer. Un immeuble doit pouvoir passer d'un usage de bureau, un usage hôtelier, à du résidentiel, à du tertiaire de nouveau. Et ça, c'est une volonté, je pense, forte qui fait qu'en effet, les architectes travaillent de plus en plus sur des immeubles mutables. Et nous, designers, ça nous permet, je pense, d'être beaucoup plus en amont dans les projets d'architecture. Alors parfois, bien avant même les utilisateurs, dans ce qu'on appelle plutôt le programme, quoi. C'est-à-dire, on est, on est moins, je dirais aujourd'hui, honnêtement, utile. On l'est toujours, évidemment, mais ça, c'est plutôt traditionnellement le cas, utile pour penser l'identité, la décoration d'intérieur, la qualité de vie intérieure d'un espace de travail. Mais je dirais qu'aujourd'hui, notre vraie plus-value, c'est les espaces partagés, les socles, mais en espérant qu'il n'y ait pas que des socles, mais aussi des espaces partagés de plus en plus dans les étages, et pousser la diversité des usages dans un même lieu pour créer une forme d'attractivité aussi qui est nécessaire pour faire venir des futurs utilisateurs. Et Antoine Fenoglio, vous vouliez intervenir? Oui, oui, je voulais compléter ce que disait Rami parce que je trouve que c'est vraiment pour moi une tendance qui est extrêmement forte en effet sur le fait que le design va plutôt, enfin, commence maintenant son approche architecturale sur la partie programmation et peut-être le compléter aussi pour dire que finalement cette adaptation des lieux, moi j'emploie le terme de générativité, c'est-à-dire que finalement ce sont des lieux qui doivent être conçus pour être capables de générer des usages qui sont parfois complètement contre-intuitifs par rapport à ce qui a été pensé au début. Et ça, c'est à mon avis un des points assez central, c'est-à-dire qu'on l'a pu le voir pendant la crise, mais on pourra le voir par la suite, probablement que demain, un espace, quel qu'il soit, de bureau, pourrait devenir un lieu de soins ou un lieu d'hébergement lié à tout ce qui pourrait arriver. Et la deuxième chose que je voudrais amener, c'est que cette générativité des espaces, le rôle du designer, c'est aussi d'accompagner l'entreprise sur sa capacité à être générative sur son organisation elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de générativité des espaces, il n'y a pas de générativité des organisations. C'est-à-dire que si une organisation fonctionne de façon extrêmement, j'allais dire, dans son couloir, de façon extrêmement rigide, le jour où la générativité de l'espace arrive, pour une question de crise ou pour une question simplement d'adaptation nécessaire et de vitesse d'adaptation, si l'organisation n'est pas prête elle-même à être générative, à se réorganiser, à être plus communautaire, et pas simplement sur le mode de travail, c'est-à-dire c'est aussi sur son mode de gouvernance, son mode de décision, son mode d'ouverture à la société civile, à d'autres modes de gouvernance comme les communs, comme le public, etc. L'espace ne suivra pas. C'est-à-dire que c'est vraiment l'organisation qui fait l'espace et pas le contraire. Et ça me semble vraiment clé sur la posture à avoir et sur l'accompagnement des designers aujourd'hui sur ce mode d'adaptabilité ou de générativité qui crée de la robustesse. C'est ça qu'on cherche. C'est de la robustesse pour ces structures-là. Pour compléter ça, je dirais juste des designers et des opérateurs, parce que c'est aussi la grande spécificité des immeubles mixtes, en fait.
c'est qu'il n'y a pas qu'un seul gérant et qu'un seul animateur du lieu. Et que, évidemment, ce qu'il faut absolument éviter, disons, la lourdeur ou je dirais ouais, la dimension trop institutionnelle d'un socle avec deux gros opérateurs qui finalement n'animent pas le lieu et n'y sont que pour finalement rendre un service type RIE ou autre. Je pense que c'est vers ça qu'on est en train d'aussi euh, s'éloigner pour chercher des nouveaux acteurs qui sont nés avec la vocation et l'enjeu économique, hein, parce que s'il n'y a pas d'enjeu économique, évidemment, c'est très compliqué, d'animer des immeubles et par l'animation de l'immeuble, d'animer évidemment la vie des gens qui viennent tous les jours ou temporairement, mais aussi du quartier. Et cette nouvelle relation-là, en fait, crée aussi un lien du coup entre l'entreprise et le quartier. Donc voilà, c'est cette mixité et aussi cette complémentarité qui fait vivre plusieurs économies dans un même lieu et du coup génère aussi une dynamique et de la vie en fait dans le quartier qui est, je pense, primordiale. Alors, j'ai une question par rapport au sujet qu'on est en train d'aborder. C'est une question posée par une spectatrice, donc Magali Noé, qui demande, qui constate, les projets immobiliers sont lents et les décisions d'avoir un nouveau siège en open space ou flex se concrétisent à peine. Et maintenant, il faudrait prendre des décisions presque inverses. Comment voyez-vous la gestion de ces différentiels de temps, l'évolution des modes de travail et de vie qui va vite et le monde de l'immobilier qui demande beaucoup de temps? Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Il y a différentes temporalités dans le monde de l'immobilier. Il est vrai qu'en fait, il y a une chose qui a heureusement énormément changé, c'est que quand on sait qu'un immeuble ou une tour à la Défense peut en moyenne prendre 10 à 12 ans parfois pour sortir de terre, c'est sûr que d'imaginer à quoi servira l'immeuble avant même de commencer à le construire et s'imaginer que 12 ans plus tard, il serve exactement à la même fonction, c'est une aberration. Et je pense que petit à petit, heureusement, enfin en tout cas moi j'espère, les promoteurs mais aussi les villes comprennent que c'est plus du tout comme ça qu'il faut penser ni les concours du coup et ni les achats de foncier ni la façon de construire. Après, la mutabilité des étages doit permettre justement de faire évoluer par le management et par la progression d'une entreprise la façon dont les gens travaillent. Il n'empêche que dans la construction aujourd'hui d'un immeuble, il y a une grosse différence entre les espaces qu'on loue à des futurs utilisateurs, des entreprises, des startups et si possible le maximum de diversité, de taille dans un immeuble, jusqu'à du logement, pourquoi pas, et les espaces partagés qui ont une toute autre fonction et ça aussi c'est très compliqué si l'immeuble n'a pas été conçu pour avoir cette porosité et cette hybridation des usages. Je dirais qu'une fois qu'il est construit, c'est très très compliqué de revenir sur ce point-là. Je dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter, enfin je dis ça, mais sur la question du flex office ou de l'open space ou autre, à partir du moment où les étages sont pensés pour pouvoir évoluer, se décloisonner ou au contraire se cloisonner au besoin. Par contre, il faut s'inquiéter sur la manière dont aujourd'hui on construit ou on réhabilite des immeubles pour que dès le départ, il y ait cette prise de conscience qu'ils doivent être plus ouverts sur le quartier, plus, je dirais, ouverts enfin, peut-être que je rebondis aussi sur une question que vous aviez posée sur la dimension plus domestique des immeubles. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment vers ça que tend aujourd'hui le monde du tertiaire. C'est pas tant vers la domestication des immeubles de travail, c'est plus, au contraire, on est plus en train de se rapprocher de l'hôtellerie ou du retail, c'est-à-dire ce rapport donnant-donnant. Je viens au travail, mais qu'est-ce que je reçois en retour? Et ça, je dirais que nous, notre génération, moi je suis un quarantenaire, un jeune quarantenaire, j'allais dire, mais je suis déjà vieux par rapport à des mentalités de vingtenaire ou de trentenaire. De plus en plus, cette mentalité de dire, c'est quoi le donnant-donnant? Je ne viens pas au bureau parce que j'ai l'impression que c'est ma maison. Je viens parce qu'il y a un échange de bons procédés. Ce que je peux faire de chez moi, je le fais de chez moi. Et par contre, quand je viens,
Je viens parce que j'ai du service, je peux faire mes courses. Évidemment qu'il y a la relation humaine, hein, je la mets de côté, mais ça, c'est pas le designer voilà, faut rester modeste sur cette dimension-là. Mais par contre, toute la dimension servicielle qui fait qu'il y a quand même un vrai intérêt à se déplacer et à repartir avec quelque chose que je ne peux pas avoir chez moi. C'est le fameux human-centered qu'on nous sert très souvent à chaque fois qu'on parle de création de nouveaux espaces de travail. On nous parle souvent du human-centered, l'humain au centre. Est-ce que c'est un critère qui est de plus en plus demandé par vos clients? Moi, je réponds très vite, puis je laisse répondre les autres, mais enfin, c'est comme l'expérience client. Ce sont des mots finalement qui aujourd'hui peut-être sont plus utilisés, mais qui n'ont jamais été, je vais dire avant, qui n'étaient pas moins importants, surtout dans notre métier. Après, la grande différence dont je peux témoigner, c'est que c'est vrai que le designer ou l'architecte d'intérieur ou le décorateur, dans le monde du travail d'il y a même moins de 10 ans et surtout avant, était plutôt, je dirais, sollicité pour faire les tâches de direction ou le lobby, c'est-à-dire des lieux qui revendiquaient, entre guillemets, ou le pouvoir ou l'identité de l'entreprise, ou ce que les gens importants, entre guillemets, voyaient finalement, et le reste des étages, je parle au passé, mais j'aimerais bien parler au passé, mais c'est quand même encore le cas dans beaucoup d'entreprises. La grande différence, c'est que c'est vrai qu'il y a une vraie revalorisation des employés, parce qu'il y a aussi une crainte de ne pas avoir les bons employés, les bons talents, comme on dit aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, et qu'on est face à une génération qui est beaucoup plus aussi exigeante, qui a beaucoup plus de facilité de quitter son emploi, de voyager, de fonder une famille à l'étranger. Donc cette réalité-là fait que heureusement, je pense que la mentalité de l'entreprise change, quelle qu'elle soit sa taille, pour essayer de faire venir les talents et de leur donner un maximum de qualité de vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des tours avec les derniers étages totalement dédiés aux équipes plutôt qu'au PDG. On peut avoir évidemment voilà, beaucoup plus de services dédiés à l'ensemble des employés, quel que soit leur statut dans l'entreprise. Et évidemment, c'est une évolution parfaitement légitime. Alors, cette évolution dont vous parlez, elle va de pair avec l'évolution du management. Euh, Là, je me tourne virtuellement vers Michel Lévy-Provençal. À quoi devrait ressembler, selon vous, la semaine type du manager dans 10 ou 15 ans? Moi, j'ai envie de me projeter vers un futur positif avec évidemment des équipes qui sont heureuses là où elles vivent et là où elles travaillent. J'ai pas envie de retrouver une vie enfermée dans des villes, dans des immeubles, dans des quartiers où on est entassé, où on est pollué, où le bruit nous entoure, quitte à être utopiste. J'ai envie de ça et j'ai envie de construire cette société-là. Donc, le manager de demain, d'abord, il va œuvrer pour, et j'espère en faire partie, pour un environnement plus agréable, un environnement plus propre, un environnement plus respectueux de la nature, un environnement plus respectueux des humains, des femmes et des hommes avec qui il travaille. Alors évidemment, il va vivre des difficultés comme on les a vécues pendant la phase de confinement. On est dans une phase de transition où il va falloir qu'on apprenne à travailler et à vivre autrement. Si on va vers un monde où on est archipélisé, on est plus décentralisé, on investit l'espace et qu'on utilise la révolution technologique pour le faire, évidemment, le manager de demain va être face à un certain nombre de problèmes. Par exemple, la question du sentiment d'appartenance. Comment on recrée un sentiment d'appartenance quand on est spatialement, physiquement éclaté sur le territoire, quand on ne se voit pas forcément tous les jours
Et ce n'est pas un mal d'éviter les mouvements pendulaires, par exemple, pour pouvoir aller au bureau. Comme vous disiez tout à l'heure, Ami, qu'est-ce que je préférerais rester chez moi plutôt que d'avoir à me déplacer tous les jours au bureau pour y travailler. Comment est-ce qu'on va gérer aussi la séparation des temps et des espaces entre le travail et la vie privée? Ça, c'est une question fondamentale qu'il va falloir qu'on adresse aussi. Comment est-ce qu'on va recréer du lien physique qui nous est absolument nécessaire? Comment est-ce qu'on va conserver aussi, je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais pendant la période de confinement, le fait de basculer en digital, en tout cas pour ma part et pour beaucoup autour de moi, ont gagné en productivité de manière drastique. Ne serait-ce qu'à cause des temps de trajet qui ont été radicalement diminués. Et puis, d'une certaine manière aussi, on a tous vécu une phase de baisse de coûts, d'une certaine manière, pour beaucoup. Alors, pas pour tous, évidemment, parce que particulièrement les plus défavorisés ont été touchés, mais pour beaucoup, moins de consommation, moins de coûts. Donc, tout cela, je pense, va nécessiter de réinventer des modes de management à la fois plus proches socialement et peut-être plus distants physiquement, mais grâce au digital, on va trouver des solutions, on a commencé à en trouver. Il va falloir aussi faire en sorte que nos entreprises et chacun d'entre nous ayons un rôle encore plus fort pour les communs, pour la société, faire en sorte que l'entreprise ne soit pas juste un moyen de créer de la richesse, de produire et de générer de la consommation, mais faire en sorte qu'elle puisse réparer et reconstruire, construire une société plus positive dans laquelle on aura envie de vivre. Voilà, je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui pour le manager. Je n'ai pas de réponse toute faite. J'ai des expérimentations, des test and learn, des essais qui ont été menés, des choses qui ont marché, des choses qui ont moins bien marché. Et je pense que c'est passionnant d'imaginer qu'on rentre dans cette phase de transition. On a beaucoup de choses à inventer. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça, Antoine Fenoglio. Oui, je suis plutôt en accord, notamment sur la deuxième partie de l'intervention de Michel. Je pense que je ne sais pas si le mot de manager sera encore là dans 10 ou 15 ans. En tout cas, à mon avis, ça sera un petit peu le sage de l'équipe. Enfin, pour moi, c'est un peu comme ça que je le perçois, c'est-à-dire celui qui aura peut-être comme responsabilité de maintenir toutes les dimensions du soin dans l'entreprise, c'est-à-dire le soin bien sûr aux individus, mais aussi le soin à l'engagement auprès de l'entreprise, le soin à l'engagement de l'entreprise auprès de la société, le soin, comme le dirait Morisot, de la voix du loup, c'est-à-dire de dire à chaque fois qu'on prend une décision, est-ce qu'on a à penser à quel impact ça aurait sur les milieux naturels. Il sera un petit peu pour moi cette espèce de sagesse un petit peu qui articule les différentes activités de l'entreprise par rapport à sa communauté, à son environnement. Et beaucoup moins, à mon avis, en tout cas c'est ce que je souhaite, un manager de contrôle ou en tout cas un manager qui va aller chercher de la performance dans la façon dont on l'entend jusqu'ici, c'est-à-dire la performance de demain a probablement quelque chose de beaucoup plus systémique à aller chercher. Et je pense qu'il y a un énorme travail pour ces organisations pour redéfinir ce que c'est que cette performance, pour redéfinir quel type de valeur elles veulent créer. J'ai une conviction, c'est que ces organisations, si aujourd'hui elles visent la valeur économique en premier, elles se plantent. C'est-à-dire que ce sera une conséquence d'un mode de bien-être et de partage de la richesse. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas d'économie, mais ça ne peut, à mon avis, plus être, et même en termes de solutions, enfin, ce n'est même pas une conviction politique, c'est une conviction presque mécanique. C'est-à-dire que tout ce qui serait de l'ordre d'un management vers une performance uniquement économique, ou en tout cas à 80% économique, est, à mon avis, voué à assez court terme à un échec assez cuisant.
Alors justement, on parle peut-être de la disparition du terme de manager. Moi, j'ai une dernière question avant de passer aux questions-réponses avec les spectateurs. C'est une question un peu radicale. Est-ce que les notions de travail et d'espace de travail seront encore des réalités qui auront du sens dans 15, 20 ou 30 ans? Là, on est dans la prospective pure. Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Peut-être Et Michel je Lévy pense pour qu'à l'échelle du monde, et de l'humanité, 15 ans, 20 ans, c'est rien du tout. Et c'est vrai que quand on sait que ça met 5 ans pour fabriquer une chaise industrielle ou un immeuble, je vous parlais de 10 12 ans, c'est vrai que ce sont des temporalités qui nous permettent parfois comme de revenir à la réalité, de nous dire, voilà, malheureusement ou heureusement, on est déjà en train de fabriquer le monde de dans 15 ans. Donc, il suffit de savoir ou de voir ce qu'on fait aujourd'hui pour savoir ce qu'on aura demain à peu près, hein. Je veux dire, faut être assez réaliste de ce point de vue-là. Je ne pense pas que toutes les manières de travailler vont évoluer de cette façon-là. Dans la banque, la finance, il reste encore des métiers manuels, heureusement, et il y a plein de territoires du monde du travail qui n'évolueront pas aussi vite. Par contre, on a beaucoup parlé de la ruralité et puis de l'hybridation, en effet, entre la ville et la campagne. Moi aussi, évidemment, j'y crois beaucoup, et pas en tant que scientifique ni voyant, mais plus parce que, évidemment, on est tous très tentés d'y croire, parce qu'on a tous besoin de croire à cette hybridation. Elle nous est vitale aujourd'hui. Personne ne peut imaginer continuer à vivre que en silo, dans un seul mode de vie et une seule façon d'habiter ou de travailler toute sa vie. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est un énorme changement. Je pense qu'à 2 générations près, ce que je viens de dire aurait pu être perçu comme un enfer, hein, se dire on va devoir changer de vie. Aujourd'hui, tout le monde a envie de changer un peu de vie, et moi, je crois beaucoup aux nouveaux métiers plus qu'à l'évolution des métiers existants. Évidemment, les métiers existants vont évoluer, mais quels seront les métiers de demain liés à cette hybridation? Qu'est-ce qu'un agriculteur qui sait que son exploitation est en danger? Quelle va être sa créativité pour transformer, en fait, en s'associant avec des financiers, avec des entrepreneurs, avec des designers, des nouveaux métiers, des nouvelles économies, des nouveaux territoires liés au divertissement? Voilà, je crois que là, on a un champ qui est du coup très très positif, parce que la contrainte et voilà, les difficultés qu'on vit aujourd'hui vont pousser des gens créatifs, il y en a toujours eu et il y en aura évidemment à l'avenir, à innover et à proposer des nouvelles façons de vivre, de consommer, de se divertir, de se nourrir, évidemment. Alors, j'ai une question spectateur de Pierre Grandjean qui demande, alors la question du mode de travail dans 15 ans doit être posée avec quel type de contrat de travail? Un seul et unique employeur, deux ou trois différents en parallèle, des contrats de mission. C'est un driver très important par rapport au lieu de travail et au mode de travail. C'est vrai, au final, je parle de l'évolution du travail en lui-même, mais dans le travail, il y a contrat de travail. Peut-être Michel Lévy-Provençal, par rapport à ça, une réaction? Oui, une réaction à ce que disait Rami. Permettez-moi d'être en désaccord avec ce que disait Rami sur la question des prochaines années. Il faut peut-être 10 ou 15 ans pour fabriquer une chaise et construire un immeuble, mais il a fallu moins de 10 ans pour un objet comme l'iPhone pour révolutionner notre monde. Et je pense qu'on est dans cette période de l'histoire où les révolutions technologiques vont être majeures et que le monde dans 15 ans ne ressemblera en rien, à part quelques invariants, mais qui sont anthropologiques. La nécessité de rêver, la nécessité de se retrouver entre humains, de s'élever, d'aller vers l'espace, de se déplacer, etc. Fondamentalement, je pense que le monde dans 15 ans ne ressemblera pas du tout au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, du fait de la révolution technologique, du fait des révolutions sociales qui vont en découler. Et pour citer quelques exemples, quel impact va avoir la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans nos modes de vie et nos modes de travail demain? Quel impact va avoir l'intelligence artificielle sur le travail demain? Quel impact vont avoir les voitures autonomes sur la manière dont on va se déplacer et dont on va investir les territoires?
Là où je suis ravi complètement, c'est qu'on va probablement aller vers une société où effectivement la question du divertissement et de la créativité vont être majeures, où le care, pour reprendre le terme d'Antoine, vont être aussi majeurs, où la question environnementale va être majeure. Donc, moi, je pense qu'il est très difficile d'envisager le futur avec le prisme du présent. Et d'ailleurs, le faire, c'est envisager le futur comme un risque. Moi, en tant que prospectiviste, j'ai plutôt tendance à essayer de travailler sur le présent avec les scénarios du futur en tête. Et là, d'ailleurs, si on fait cela, on crée des opportunités parce qu'on imagine des scénarios possibles et on commence à bâtir d'ores et déjà le monde de demain à partir des scénarios qu'on a imaginés au présent, aujourd'hui. Donc, sur la question des contrats de travail, je pense qu'encore une fois, c'est voir le futur avec le prisme du présent. Je ne sais pas à quoi ressemblera le contrat de travail demain. On parle beaucoup de décentralisation, d'autonomisation. Il y a des technologies comme la blockchain qui vont faire bouger beaucoup de lignes. L'IA va énormément faire évoluer le monde du travail dans les années qui viennent. Donc, j'aurais tendance à dire, mais c'est un scénario, qu'on va vers beaucoup plus de flexibilité et en même temps des mécanismes de sécurisation parce que la nécessité de changement de plus en plus rapide va faire qu'on va avoir besoin de se renouveler beaucoup, changer de métier beaucoup. Va nécessiter des rassemblements, des moyens par exemple, des assurances, des systèmes aussi d'apprentissage tout au long de la vie. Mais on va, à mon avis, vers à la fois plus de flexibilité et de diversité des activités et des mécanismes de sécurisation de plus en plus forts aussi. Je veux bien réagir sur une chose, sur, sur, euh, sur un effet, l'exemple du téléphone portable, et plutôt du smartphone, mais qui est évidemment toujours l'exemple type soudain de la fulgurance d'une technologie. Et évidemment, je ne la nie pas, mais force est de constater qu'en 10 ans, malgré tout, les immeubles qui ont été construits n'ont absolument pas évolué dans nos modes de vie, malgré ces technologies. Et même, je dirais, pour appuyer ce point, même Apple, qui aurait pu du coup révolutionner sa façon de travailler, a construit un immeuble somme toute très très classique, même s'il est, je dirais, esthétiquement impressionnant, avec un architecte non moins classique qui est Norman Foster. Et donc voilà, en fait finalement, ça n'a pas tant évolué que ça, la relation au monde de l'entreprise, que ça. Et pour reprendre l'exemple de la voiture, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, la voiture autonome, on la sent venir, mais la réalité, c'est que les projets d'immeubles qui sont en construction aujourd'hui, ils ont le même nombre de parkings. La construction aujourd'hui du monde de demain reste encore finalement très, très classique comparé aux technologies qui pourraient en effet la révolutionner. Donc, je suis tout à fait d'accord que il faut anticiper le monde de l'intelligence artificielle, etc. Mais il faut aussi avoir la réalité que pour l'instant, le monde qui se construit et qui est en train de se bâtir, hein, on pense au Grand Paris par exemple, est finalement bâti sur des bases, finalement, somme toute très classiques de la construction et de la ville. Alors justement, peut-être Juste un mot là-dessus. Sauf à nous désincarner, évidemment, on aura toujours besoin de lieux de vie physiques. Je ne suis pas certain que l'immeuble soit le rêve de tout chacun pour pouvoir vivre sereinement dans le futur. Peut-être que d'autres lieux de vie moins contraignants, moins urbains, qui nous entasseraient moins, qui nous pollueraient moins, seraient plus souhaitables. Et peut-être que ces lieux de vie bénéficieront de ces technologies. Je ne suis pas si sûr que demain, on construira des immeubles comme on pouvait en construire dans les années 70. Mais bon, l'avenir nous le dira. Attendez, parce que du coup, je vais laisser un peu parler Antoine Fenoglio.
juste avant de conclure, ça va dans le sens d'une question posée par Roselyne dans le chat. Les 6 mots, prendre le design with care, on en a parlé. Penser et faire face aux grands changements contemporains, c'est comme ça que vous le définissez sur le site. Alors justement, quel rôle jouera le design dans l'élaboration du bureau de demain et les leçons à tirer de cet événement pour éviter une nouvelle catastrophe économique si elle venait à se reproduire, comme le disait Rami. Du coup, Antoine Fenoglio, ce sera à vous de conclure. C'est gentil. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de leçons à donner et je pense que c'est la première évolution des designers, c'est peut-être de donner un peu moins de leçons pour le siècle qui arrive. En tout cas, il me semble que le designer va avoir un rôle non pas central, mais plutôt d'articulation ou de metteur en scène ou d'aide à faire commun sur des problématiques. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans la conception du bureau? Là, je rejoins totalement Rami, c'est qu'on sera probablement moins appelé pour faire toutes les images de domination du pouvoir de l'entreprise que sont les lobbies et les bureaux de direction, mais beaucoup plus pour voir comment finalement cette organisation peut s'articuler avec un certain nombre d'autres collectifs ou d'autres organisations extérieures à l'entreprise et comment elles peuvent s'articuler, pas que d'un point de vue spatial, c'est-à-dire aussi d'un point de vue, bien sûr, des usages, mais aussi d'un point de vue des gouvernances, mais aussi d'un point de vue juridique, pour rejoindre la question que vous posiez juste avant. C'est-à-dire que finalement, peut-être que le rôle du designer va être aussi de proposer des choses qui protègent, je pense. Parce que le risque qu'on sent aujourd'hui, c'est bien sûr de dire, et on le voit nous chez certains clients, bah oui, effectivement, tout le monde travaille à distance, mais la peur des salariés, c'est de dire, mais en fait, demain, vous allez tous nous mettre en auto-entrepreneur. Et comme ça, on va tous effectivement gérer le temps de travail qu'on a avec vous de façon complètement différente. Et vous allez vous défausser d'un certain nombre de responsabilités. Ce n'est pas la volonté de l'entreprise, mais c'est une peur. Donc, je pense que le designer va être là pour mailler et continuer à représenter. Parce que ce sens de la représentation, il est très important. Comment on peut représenter demain une gouvernance qui s'établit dans un espace qui est très particulier, qui a un certain nombre de fonctionnalités qui sont ce dont je vous parlais tout à l'heure, la générativité, la capacité d'adaptation, comment cette gouvernance va pouvoir travailler avec les milieux naturels, la manière de s'intégrer dans un système qui est plus vaste qu'elle, qui est aussi social, qui est aussi environnemental. C'est vraiment ce mode de représentation graphique, analytique et de test qui va permettre, à mon avis, le design demain. Alors, merci beaucoup à donc Antoine Fenoglio, Rami Fischler et Michel Lévy-Provençal d'avoir accepté l'invitation de Respace pour participer à cette 5e et dernière table ronde en ligne de l'été. Avant de nous quitter, je vous remercie et j'encourage les spectateurs à rejoindre la communauté Respace pour échanger sur le futur des espaces de travail sur la page LinkedIn Respace. Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le projet et le rendez-vous à la rentrée, l'espace physique Respace chez Morning, 39 rue du Caire à Paris, pour découvrir un espace dédié au partage de connaissances autour du futur des espaces de travail. Et vous pouvez également retrouver en replay cette conférence et les précédentes sur la page LinkedIn Respace et YouTube, et une synthèse aussi qui sera partagée en ligne. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.